Bonjour à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, enregistrée comme tous les mois à la librairie L'Octopus à Épinal, et je suis toujours en compagnie du maître des lieux, Frédéric Kilfiger. Salut Fred. Bonjour Vincent. Une sélection que tu nous as concoctée ce mois-ci, très éclectique. Comme tous les mois. Voilà, et on commence par un polar à la Audiard, ça s'appelle Le Grizzly aux éditions d'Argo, de Mats et de Fred Simon. Donc le pitch, c'est dans le Paris des années 60, le Grizzly et son ami Antoine, deux bandits désormais dans le rang, vont aider un camarade menacé par un ancien partenaire de cambriole. Eh ben t'as tout dit. Bah oui, mais j'ai Voilà. pas tout dit. C'est un polar franchouillard. Moi j'appelle ça, voilà. Ouais. C'est vraiment ambiance vieille gueule, polar à la Audiard comme tu l'as dit, c'est les tontons flingueurs, avec des dialogues truculents, Ah oui, farcis d'argot. ouais. Et d'argot de vraiment des années 60. Voilà, c'est ça. Et des personnages forts en gueule. Le Grizzly, le personnage principal, est clairement inspiré de Lino Ventura. Oui, ancien boxeur, Voilà. ranger Ranger des voitures, des voitures, enfin mais toujours il était dans le amateur de voitures. banditisme, dans le vol de voiture, et là il a une petite concession de voiture du coup. Et une concession Panhard. Oui. Attention, pas Citroën. Oui, pas Parce Citroën. que, voilà. Et donc il y a quand même aussi une approche historique du polar, avec une reconstitution du Paris des années 60, une reconstitution des voitures d'époque, qui, voilà, Fred Simon a fait très attention à ça, Ouais. histoire d'être vraiment crédible sur le créneau, histoire de satisfaire les amateurs de belles mécaniques, qui sont quand même assez difficiles en bande dessinée. Ouais. Mais même si on n'est pas sensible au charme des vieilles bagnoles, un client me dirait non, automobile. Ça marche du feu de Dieu, parce que c'est cette truculence dans les dialogues, c'est les situations qui sont drôles, mais en même temps un peu tendues. Enfin voilà, il y a un suspense qui est là. Pourquoi un ancien complice vient réclamer du pognon à un autre complice? Enfin voilà, il y a un espèce de jeu de dupes permanent, des retournements de situation, et c'est drôle. Accessoirement, c'est très Ah, drôle. mais c'est vrai BD comme tu disais à la Audiard. En plus, les dialogues, l'argot truculent, enfin voilà, on va aller se pager, on va aller voir la cocotte, enfin voilà, c'est touche pas au Grisby, c'est exactement ça. C'est ça. Alors, est-ce que ça parlera encore aux gens en 2023? Ouais, ceux qui ont vu les tontons flingueurs et qui ont grandi avec ce genre d'image du Paris fantasmé aussi, je pense que ça marchera à la nouvelle génération, ça leur passera complètement. Ah, je suis pas au-dessus. sûr, je sais pas, tu vois, les 20-25 ans, les dialogues sont tellement bien écrits. Oui. Mats fait un super Ouais. boulot sur les dialogues. On le connaît pour Le Tueur, qui était une excellente bande dessinée chez Casterman, avec un assassin comme protagoniste principal. Là, c'est plus léger, c'est plus rond, mais ça reste un polar nerveux. Et Fred Simon, voilà, encore une fois, Graphiquement, très beau. son dessin, c'est un vrai délice, quoi. Une ligne néo-claire, mais qui nous plonge dans le Paris des années 60, presque un peu rétro à l'ancienne, son dessin comme ça, mais avec plein de modernité. Et puis une belle mise en couleur, lumineuse, parce qu'on pourrait se dire, ouais non, ça va être un polar noir, glauque. Pas du tout. Voilà, c'est vraiment lumineux, y compris dans les ambiances, dans les couleurs, dans les dialogues. Voilà, c'est vraiment un polar franchouillard à conseiller à tout le monde. Moi j'appelle ça une BD à la papa. Ouais, parce que c'est ça ça. fait plaisir à tout le monde. Ouais. À l'ancienne, on est dans des chaussons, on sait à peu près où on va, mais on est quand même surpris. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Ça s'appelle donc Le Grizzly aux éditions d'Argo de Mats et Fred Simon. Un one-shot vraiment très plaisant qui, on espère, presque en amènera d'autres parce que... Je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais, il y a hein. de quoi faire. Il y a de On quoi a faire. vraiment été séduit par cette bande dessinée, donc Le Grizzly aux éditions d'Argo. Alors là, on passe à complètement autre chose. On était dans le passé, on arrive dans le futur. Frontières aux éditions Rue de Sèvres de Guillaume Singelin. Là, pour moi, Voilà. je pense qu'on tient un des bouquins de SF de l'année. Ouais. Ou voire un des bouquins tout court. Voilà, clairement. Le pitch, c'est dans un futur proche, les ressources de la Terre ne suffisent pas à satisfaire bien sûr l'avidité de l'humanité, qui se tourne alors vers le dernier espace vierge à sa portée, l'espace. On suit trois personnages. Une mercenaire, une soldat assez violente, qui va se reconvertir un peu contrainte et forcée, et qui va essayer de trouver un autre sens à sa vie. On va suivre une ingénieure qui travaille pour une méga corporation et qui va se retrouver vidée de ses missions et mise au placard dans une station spatiale en orbite, Oui, où elle va faire la rencontre d'un mineur
né dans l'espace, qui n'a jamais connu rien d'autre que cette mine spatiale, Ouais. et qui aspire à autre chose. Ouais. Et ces 3 personnages vont faire Sans oublier un petit singe qui passe par là voilà, un aussi. petit singe mignon, histoire d'amener un petit truc, voilà, on le voit sur la couverture. Et ces 3 personnages vont amener un changement, vont essayer en tout cas d'amener un changement. Je vais pas en dire trop, sauf que c'est de la SF optimiste. Et ça fait quand même longtemps qu'on n'en a pas vu. Ouais. De la SF alarmiste qui nous alerte sur nos dérives. C'est optimiste au fur et à mesure de l'album, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a une vraie critique de la société humaine de nos jours, contemporaine, avec l'avidité, les ressources, et on va rechercher des ressources ailleurs, parce que sur Terre, il n'y a plus rien. Les humains ont foutu la Terre en l'air quand même au départ. Donc, Mais justement, ces 3 personnages vont tenter d'infléchir la trajectoire de l'humanité à leur petite échelle. Et à mon avis, c'est de ça dont veut parler Singelin. C'est les petits gestes de chacun d'entre nous, des gens qui, entre guillemets, ne comptent pas. Parce que là, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de dirigeants politiques. C'est les gestes de chacun qui peuvent modeler un futur meilleur. Et c'est en ça que la BD, je trouve, est de la SF optimiste. C'est que voilà, la situation n'est pas idéale, mais on peut, à notre petite échelle, essayer de faire mieux et on peut réussir. Voilà. Et c'est ça, je pense, le cœur du message. Alors en plus, graphiquement, voilà, Singelin nous met ça dans un bonbon exceptionnel. Il y a un travail sur les décors, sur les vues de la Terre, les vues de l'espace, de la mine. C'est ultra détaillé, très précis. il y a du détail vraiment à chaque dessin. Il y a très minutieux. Oui. Il fait un parti pris assez constant dans sa carrière de dessiner des personnages en mode presque chibi, kawaii, grosse tête, corps déformé, pas réaliste pour un rond. Au début, je me suis dit, c'est des gamins en fait, les personnages. Mais c'est pas des gamins. Ils sont tout petits avec une grosse tête, on pourrait croire que c'est des enfants. Mais non, c'est pas des enfants. C'est pas ça. Mais il a toujours fait ça. Et je trouve que ça marche bien d'amener justement une petite dose de fun, d'humour, de mignon dans un récit qui en a quand même bien besoin aussi. Même si c'est encore une fois, c'est encore de la SF optimiste et qui fait du bien à lire. Voilà. Oui. Et en plus, il alterne dans sa mise en case, dans sa mise en page, des passages ultra dynamiques avec des passages très contemplatifs. Voilà. On se laisse bercer, c'est comme une mélodie, la lecture de ce bouquin-là. Singelin est vraiment un auteur à suivre. Déjà, depuis The Grocery, avec Ducoudray, où il faisait un espèce de remake de The Wire, voilà, ça c'était déjà très très bien. Son précédent album solo, PTSD chez Ankama, était excellent. Je me demande d'ailleurs si on n'en avait pas parlé sur cette émission. Mais celui-ci, là, un des bouquins de l'année, assurément. Et puis on sent les influences de Singelin, avec Damasio, Aurélien Barraud, Étienne Klein, et puis la dénonciation du futur à la vision de Bezos ou Elon Musk. C'est vraiment ça qui ressort aussi. C'est remettre l'humain et le partage, la communauté au centre de son récit pour rappeler que, oui, on n'est pas juste à la botte de milliardaires ou de pouvoir concentré, et qu'on peut faire une petite société à notre échelle et bouleverser l'ordre établi. On vous le conseille aussi, cet album, ça s'appelle Frontières, aux éditions Rue de Sèvres, de Guillaume Singelin. Magnifique Guillaume Singelin dans cet album, bien épais en plus, cet album, donc vous avez de quoi lire. On passe à complètement autre chose de Frédéric Pontarolo, qu'on connaissait pour L'Homme Invisible, qu'on avait présenté ici, mais alors là c'est un roman très personnel, un roman graphique très personnel aux éditions Michel Lafon, de Roméo sous un arbre, vraiment une autobiographie qui se passe dans la Lorraine sidérurgique des années 70. Exactement. Fred Pontarolo explique d'où il vient. Il a grandi avec un père travailleur émérite qui n'avait que son boulot dans sa vie, une mère qui avait quelques problèmes de santé psychologique et une petite sœur. Mais entouré d'une famille un peu compliqué, on va dire ça comme ça. C'est de l'autobiographie, mais il va aborder le thème de l'inceste. Sa petite sœur a été victime d'un inceste par un cousin plus âgé, et ça a complètement bouleversé la vie de sa sœur, évidemment, sa vie, la vie de sa famille, parce qu'il y a tout un espèce de non-dit. Une omerta sur ce qui s'est passé. Même si lui a témoigné, même si elle a témoigné à l'époque, personne ne les a crus, et donc ça a complètement bouleversé leur vie. Il a un fort sentiment de culpabilité parce qu'il voit ce qui se passe, mais il est enfant et il est bloqué, il ne sait pas comment réagir à ce moment-là. Au-delà de ce côté témoignage personnel sur un événement atroce, c'est aussi un portrait en creux de la Lorraine des années 70. Complètement.
qui va petit à petit changer. Là, il y a encore, enfin, les hauts fourneaux sont encore en activité, mais on sent que c'est déjà sur un déclin. Il y a les témoignages d'amitié avec cette communauté ouvrière, mais c'est aussi ses ressentiments. Moi, ça m'a fait penser par certains moments à Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Exactement, oui, évidemment. Et je trouve que c'est une belle mise en image. En plus, Pontarolo a vraiment sorti le grand jeu au niveau dessin. On a une reconstitution d'époque, même s'il fait des flash-forward où il est adulte avec sa sœur. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il se raconte cette histoire avec sa sœur dans la voiture parce que leur père vient de mourir, donc ils partent pour l'enterrement du père. Et c'est sûr qu'on ne racontera pas la fin, mais ils re-rencontrent toute la famille à ce moment-là qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un album très personnel, mais qui, je trouve, arrive à sortir de l'intime pour parler à l'universel. Ouais, complètement. Et je trouve ça important aussi d'avoir des témoignages de personnes concernées sur des sujets aussi durs que ça. Et voilà, je trouve que Pontarolo réussit à faire ça avec finesse et poésie. Parce que Roméo et un sous dessin un arbre, aquarelle comme ça, qui est enfin pas griffonné, c'est très bien dessiné, mais enfin voilà, c'est très acéré en fait. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de traits, beaucoup de hachures. On sent l'énergie et peut-être même la colère qui arrive dans ce dessin. Avec toute une colorisation nostalgique. Et en même temps, les couleurs à l'aquarelle adoucissent le truc. Enfin, c'est vraiment réussi, un album très fort. Ouais, donc ça s'appelle De Roméo sous un arbre, c'est aux éditions Michel Lafon et c'est de Frédéric Pontarolo. Alors là, on passe à une adaptation, il fallait s'attaquer à cette adaptation-là, Gone with the Wind, Autant en emporte le vent, aux éditions Rutsev de Pierre Alary, d'après l'œuvre de Margaret Mitchell, bien sûr, donc... Autant en emporte le vent. Dont Gallimard a les droits pour le titre français, et c'est pour ça que c'est Gone with the Wind. Oui. Tout le monde se rappelle bien sûr du film Autant en emporte le vent, paru en 1936, qui est rentré dans la légende d'Hollywood en 1939. Film de Victor Fleming, récompensé par 8 Oscars avec Vivien Leigh et Clark Gable. Et alors justement, moi, je n'ai jamais vu ce film, à part peut-être quelques extraits quand j'étais enfant. Voilà. Et l'histoire de Autant en emporte le vent, à part une histoire d'amour compliquée à l'époque de la guerre de sécession, voilà, pour moi ça dans l'Amérique sudiste quand même, ouais. Pour moi ça s'arrêtait là. Et donc de lire cette adaptation par Pierre Alary, je découvre complètement le roman. Alors, c'est la vision de Pierre Alary sur un roman qui est assez monstrueux. Hein. Oui. Même si ce sera en 2 tomes et que le premier fait déjà bien ses 200 pages, il y a des coupes. Mais le côté sudiste, le côté esclavagiste, Alary ne le met pas de côté. Il montre le traitement des Afro-Américains à l'époque, et ça peut choquer, parce que, justement, il n'y a pas de mise en contexte, c'est vraiment tel que... C'est brut de décoffrage. C'est brut de décoffrage. Mais en même temps, c'est une évocation historique. Donc, voilà, c'est pas une apologie ou quoi que ce soit. Bien sûr que non, évidemment que non. C'était tel quel dans le roman, il n'y a pas de raison de le changer de nos jours, même si... Voilà, on se doute bien qu'à l'époque, c'était pas très cool. Pierre Alary, lui, a mis l'accent sur Scarlett O'Hara. Oui. Personnage de femme assez fort, tout en étant complètement... avec cette envie de liberté complète. Mais la société d'époque, complètement cassante... Elle est enfermée dans le carcan de la noblesse, j'ai envie de te dire, presque américaine. La bourgeoisie américaine. Voilà. La bourgeoisie des planteurs et de ces règles tacites ou non. Et justement, Red Butler, ce personnage de paria sulfureux, va lui donner les moyens, mais à quel coût, de changer de vie. Et donc voilà, c'est plus une vision de la trajectoire de vie hors du commun que Alary a concentré là-dessus, a concentré sa vision. Et moi je trouve ça très réussi, parce qu'on s'attache, malgré les défauts, hein, parce que quand même, c'est pas des gens très recommandables, Scarlett est imbuvable. Ah mais complètement. Elle est atroce, avec tout le monde, mais son but est noble. Donc voilà, c'est tout. Et pareil pour Red Butler, c'est des personnages qui sont détestables, mais
leur idéal n'est pas mauvais. Donc voilà, et c'est toute cette ambiguïté que je trouve Pierre Alary arrive à mettre en images. Et puis alors, quelles images! Ah oui, alors quelles images! Le dessin vraiment flamboyant, moi qui ai vu le film, rien à voir avec le film. Il y a des options de cadrage, de décadrer aussi, de choses. Je me vois la scène justement où il y a cet incendie là, ça respire l'animation quoi. Ouais. Et un choix de couleurs aussi assez exceptionnel, je trouve. Enfin, c'est une mise en couleur magnifique. Et c'est vraiment très réussi. Ouais, d'autant que Rue de Sèvres en plus propose vraiment une très belle édition avec des grandes cases qui permettent vraiment de mettre en valeur le dessin. C'est très très chouette de la part de Rue de Sèvres. On se laisse vraiment embarquer dans ce premier tome de Gone with the Wind et ça donne presque envie quand même de se replonger dans ce film intemporel qui est Autant en emporte le vent, qui était paru dans les années 30. Donc ça s'appelle Gone with the Wind et c'est aux éditions Rue de Sèvres de Pierre Alary d'après l'œuvre de Margaret Mitchell. Une autre grosse bande dessinée qui vient de sortir aussi aux éditions Delcourt, ça s'appelle Ripley, Mémoire d'une famille de Jordan Mechner. Jordan Mechner, le concepteur du célèbre jeu Prince of Persia. Alors il avait été scénariste sur d'autres bandes dessinées, mais là c'est son premier bouquin tout seul. Et le créateur donc de Prince of Persia se plonge dans les archives de son grand-père juif, exilé d'Autriche en 1938. Et il raconte cette saga familiale, authentique, sobre, touchante et naturelle à la fois. Le parti pris là de Jordan Mechner, c'est de raconter comment, presque 10-15 ans après la création de son jeu dans les années 80, il est appelé par Ubisoft pour recréer le jeu de façon beaucoup plus moderne. Il habite aux États-Unis à ce moment-là, donc il doit partir 2-3 ans en France pour faire la création de cette nouvelle adaptation du jeu Prince of Persia. Et partir, c'est laisser ses enfants derrière lui, donc il fait la corrélation avec ce qu'ont pu vivre et ses grands-parents, son grand-père autrichien, et son père aussi, sous le règne de la guerre, de toute façon, de 1945. Donc on pourrait croire que ça n'a rien à voir. Il y a des échos. Mais il y a complètement des échos. Dans son dessin, c'est un dessin très simple comme ça, mais il utilise vraiment des couleurs différentes pour différencier les époques. Un aplat de couleurs jaune, bleu, du noir et blanc. Au niveau narratif, c'est très efficace. Le premier exil est initié par le grand-père de la famille, Adolf Metzger, qui décide de quitter Vienne en 1938 lorsqu'il assiste à un défilé nazi. Il ne peut pas cautionner ça. Et c'est vrai que, alors, il y a des anecdotes croustillante parce que ses grands-parents arrivent à quitter cette Allemagne nazie grâce à un oncle autrichien qui, lui, dans les années 10-20, avait acheté des peintures d'Adolf Hitler. Voilà, qu'il avait trouvé bien à l'époque où Adolf Hitler n'était personne. Et donc, il les propose aux nazis et les nazis, du coup, lui offrent un sauf-conduit pour se sauver. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est assez fou. Donc une histoire, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est vraiment bien, très très bien mené de la part de Mechner. Et puis il y a cette corrélation avec ce qu'il vit lui. Donc, alors après, il ne met pas au même niveau, évidemment. Non, bien sûr que non, mais, il ne met pas au même niveau. Les échos familiaux qui se transmettent de génération en génération. Voilà, Et donc c'est une autobiographie presque sur 3 générations et comment il est arrivé, lui, justement, à coder au tout départ, à créer son propre jeu tout seul. Prince of Persia, c'était vraiment en utilisant son frère pour recréer les mouvements. Si vous connaissiez le jeu des années 80, c'était quand même quelque chose parce que les mouvements étaient très très fluides de la part du personnage. Donc pour tous les geeks et les non-geeks, c'est une magnifique histoire de ce replay mémoire de famille et de cette corrélation de Jordan Mechner aux éditions Delcourt. On vous le conseille vraiment. Allez, on passe à quelque chose de totalement différent. Crénon, Baudelaire aux éditions Futuropolis, tome 1, Jeanne, d'après le roman de Jean Telet, de Dominique Gély et un petit peu de son fils Tino Gély au dessin. Donc ce sera une fresque en 3 tomes adaptée du roman de Jean Telet qui fait la part belle à l'image et à l'imaginaire baudelairien. Juste avant que tu commences à en parler, je voulais juste citer cette petite citation de Jean Telet sur le plateau de la Grande Librairie en octobre 2020 qui disait « Je ne pouvais pas saquer Baudelaire, je le trouvais tellement misogyne, tellement désagréable, génial, mais insupportable. » Eh ben, c'est le portrait d'un... voilà. En gros, c'est une biographie de Baudelaire. Oui. Alors ça, on a déjà vu quand même plusieurs fois en bande dessinée, Oui. notamment avec Isler l'année dernière qui s'était intéressé à Jeanne, notamment. Et donc c'est assez intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Et là, on a le point de vue de Telet, qui est quand même assez iconoclaste et qui arrive à amener
énormément d'humour dans des scènes qui sont atroces. Oui. Parce que, oui, Baudelaire, c'est un sale con. Oui. Clairement. Oui, on peut dire ça. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et pour ceux qui n'ont pas lu le roman, Crénon-Baudelaire, Crénon, c'est le seul mot que répétait Baudelaire après sa dernière attaque de syphilis, après qu'il ait fait un AVC, quand il était chez les Bonnes Sœurs. Et d'ailleurs, ça choquait les Bonnes Sœurs. Un homme qui jure dans un couvent, ça passait pas. Et donc c'est l'occasion de casser l'image du poète maudit. Mais en fait, Baudelaire, c'était juste un gamin insupportable, richissime, qui faisait n'importe quoi, juste pour le plaisir de choquer le passant. Ouais. C'est à la fois très réaliste, parce qu'on a vraiment des passages sourcés de la vie de Baudelaire, et en même temps, c'est romancé. C'est romancé avec Telet qui met de la gouaille, qui met beaucoup d'humour, parce que les dialogues, évidemment, sont de Telet, on ne sait pas ce qui s'est vraiment dit. Mais il y a vraiment ce côté fresque historique d'un monument de la poésie française, mais par la petite lorgnette, le côté un peu... on va gratter là où ça fait mal, on va écorner l'image du mythe, et ça marche très bien, parce que, oui, Baudelaire, là... Quel personnage antipathique. Il n'y a rien pour le sauver. Non. Il y a franchement rien. À part peut-être, oui, cette quête d'absolue beauté, mais dans la dépravation la plus sordide, dans le comportement atroce qu'il a avec Jeanne, sa maîtresse, mais aussi avec sa famille, ce qui n'était pas forcément immérité, mais ses amis, enfin voilà. Et donc c'est le récit d'une chute presque volontaire. Et je trouve que voilà, l'axe de Telet marche très bien. Gély, qui a déjà adapté Telet, il me semble, chez Delcourt, amène un dessin qui marche bien, assez... Faussement imprécis, mais dans l'esprit du moment, quoi. Et on voit l'apport du numérique qui est visible dans les couleurs, dans la texture, qui travaille... Ça impressionne quand même, que ce soit la beauté d'une robe ou pour la tristesse des bas-fonds de Paris. Il y a vraiment des cases qui attrapent l'œil et d'autres sur lesquelles on glisse plus facilement, ce qui fait que les 200 pages du livre passent très, très facilement. Telet qui a travaillé avec Gély sur l'adaptation avant de décéder. Un bel hommage est rendu justement à Telet par Gély et il espère de faire aussi bien sur les 2 prochains tomes, parce que ce sera en 3 tomes, donc un bel hommage à Jean Telet qui est disparu à l'automne dernier, qui donne quand même envie de relire Baudelaire. Donc ça s'appelle Crénon-Baudelaire aux éditions Futuropolis de Dominique et Tino Gély. Tino, le fils de Dominique, on n'en a pas parlé, qui illustre dans le récit quelques poèmes de Baudelaire, mais avec une toute autre esthétique que son père. Ouais, voilà. Donc on vous le conseille aussi. Allez, là on passe à de l'humour, jeunesse ou pas jeunesse, adulte aussi. Ça s'appelle Qui est ce Schtroumpf aux éditions Le Lombard de Thébault, qu'on ne présente plus Thébault. Alors, si, on va présenter Thébault parce que j'aime bien. Juste avant le pitch, un nouveau Schtroumpf est tombé des cieux et la cigogne n'a rien à voir là-dedans. Son intégration risque d'être un peu compliquée car il ne comprend pas du tout le langage Schtroumpf. Alors, qu'est-ce que tu vas me schtroumpfer là-dessus, Fred? Mais rien que ça, c'est génial, c'est une idée incroyable. Alors, c'est un Schtroumpf, mais un Schtroumpf vu par. Comme souvent, maintenant, les grands héros de la franco-belge ont droit à leur déclinaison plus personnelle. On a déjà présenté des Mickey comme ça. Voilà. Choses, Et même Torgal, c'est des revisitations. Mais alors là, Thébault s'en donne à cœur joie et amène, je trouve, un autre lectorat aux Schtroumpfs. Parce que moi, en tant qu'adulte, les Schtroumpfs, c'est bien gentil, mais c'est vraiment un peu trop limité. C'est trop gentil, oui. Alors que, ceci dit, peut-être les derniers, les tout premiers de Peyo, il y avait quand même, avec Delporte au scénario notamment, le Schtroumpfissime, à relire actuellement, c'est du petit lait. Hein. Il y a vraiment un deuxième niveau de lecture. Là, on est vraiment dans de l'aventure humoristique, mais des gags, je vais pas dire adultes, parce que c'est pas ça, mais des idées de mise en scène, de running gag, qui marcheront peut-être mieux avec les adultes qu'avec les enfants. Oui. En fait, et puis des références, des clins d'œil tirent larigot. La cible, en fait, c'est ceux qui ont lu les Schtroumpfs il y a longtemps, ne les lisent plus parce qu'ils ont passé l'âge. Oui. Mais voilà, l'humour de Thébault ramène un côté fun. Enfin, Thébault, voilà, c'est Captain Biceps, c'est Raoul. Donc c'est de l'humour assez rentre dedans, on va dire ça comme ça. C'est pas fin pour un rond, mais c'est pas fait pour être fin. Non. Et c'est pas vulgaire pour autant.
Encore que, il y a 2-3 gags un peu... Oui, mais bon, ça va. Ouais. Mais, et puis alors le dessin. Le dessin est magnifique de Thébault. Il est tellement drôle. Ouais, il était fait. Il était fait pour faire un schtroumpf. C'est un bel hommage à Peyo, hein, parce que comme tu le disais, il était fait pour faire un schtroumpf, quoi. Parce qu'il y a vraiment ce dessin tout rond, très... ça me fait penser un peu aussi à Libon, qu'on avait présenté dans Spirou chez les Fous. Donc voilà, ce côté franco-belge, mais modernisé, avec... ça en fait pas des caisses, mais c'est super efficace. Ouais. C'est vraiment excellent. Enfin voilà, moi je trouve c'est vraiment la très bonne surprise en jeunesse tout public de cette rentrée. Si vous doutiez que Thébault était un grand, faut plus douter que Thébault est un très grand auteur, illustrateur de bande dessinée. Ça s'appelle donc Qui est ce Schtroumpf aux éditions Le Lombard. Une bande dessinée que j'ai vraiment schtroumpfée et qui se schtroumpf. C'est schtroumpfant. Oui, c'est vraiment schtroumpfant. Allez, petite dernière en jeunesse. Brume aux éditions Glénat. Brume, tome 1, Le Réveil du Dragon, de Jérôme Pélissier et de Karine Inder. Brune, une petite fille téméraire, rêve d'être une sorcière. Hélas... Non, elle n'a pas de pouvoir magique. Mais elle pense qu'elle en a. Oui. Parce que les circonstances vont faire que, quand elle fait des trucs, il se passe des trucs. Oui. Elle n'a rien à voir là-dedans. C'est ça. Mais il se passe des événements assez incroyables. Oui. Et aidé de son petit cochon qui est extrêmement Hubert. mignon. Ah bah ça. Là, c'est quand même le truc, ça fait craquer tout le monde. Oui. Qui est un peu le narrateur de cette histoire au départ. Et du coup, qui amène un regard faussement détaché et un peu ironique sur les grandes capacités de magie de Brume, va amener ce récit de fantaisie. Alors, on est vraiment dans de la fantaisie pure et dure. Hein. Oui. Elle rêve d'être sorcière, elle n'a pas de pouvoir magique, mais ça reste un univers magique. Oui. Vous voyez le dragon sur la couverture, il n'est pas là pour rien. S'il y a de la brume, c'est parce qu'il y a un dragon. Donc... Et il faut enlever la brume, donc il faut enlever le dragon. C'est ça. Donc elle s'y colle. Ouais. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné du tout. En plus, elle est très énervée, hein, cette petite fille. Elle est très en colère, elle râle sur tout. C'est une mortelle Adèle, mais en plus sympathique. Oui, c'est ça, quand même. Parce que mortelle est quand même une peste. Oui. Elle a un peu plus de... Oui, elle est plus gentille quand même. Oui. Elle a un meilleur fond, on va dire. Mais elle est très agaçante. Oui, et très agaçante. Elle sait tout sur tout, elle a toujours raison. Une vraie gamine, quoi. Oui. Moi, je trouve ça... Enfin, si vous avez aimé Les Bergères Guerrières... Ah ben, vous adorerez. Oui. Brume, c'est tout à fait... Pour moi, c'est le nouveau Bergère Guerrière. Oui. Et puis l'équipe Rocco, c'est drôle, c'est vraiment plein d'humour. Et puis graphiquement, l'histoire nous embarque vraiment dans un univers à cheval entre film d'animation et bande dessinée jeunesse, en fait. Hein, une colorisation très vive comme ça. C'est super beau. Ouais. Enfin, j'aurais adoré avoir des BD comme ça quand j'étais gamin, quoi. C'est vraiment... Et même en tant qu'adulte, c'est très bien. Ah oui, c'est vraiment très bien. Je voulais lire une aussi BD en tant qu'adulte. Légère, qui emporte plein de rebondissements, avec des personnages forts, drôles. Voilà, non, il faut lire Brume. Ouais, et puis on apprécie son côté provoquant, arrogant, déterminé de cette petite fille-là. Et puis c'est une petite fille qui est l'héroïne, donc c'est aussi à souligner. Ça s'appelle donc Brume chez Glénat de Jérôme Pélissier et de Karine Inder. C'est un tome 1, Le Réveil du Dragon. Ce sera en 3. Ce sera en 3. Eh ben, on espère même qu'il y en aura plus parce que c'est vraiment délicieux. Voilà, on a terminé. Merci beaucoup Fred pour cette sélection très éclectique encore ce mois-ci. Je vous rappelle simplement que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions, vosgestélévisions.tv à la rubrique culture. Et puis que vous pouvez aussi retrouver ces chroniques de façon individuelle sur notre chaîne YouTube Petit Casabule. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires, j'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup Fred. Le mois prochain, on a les Imaginales à Épinal. On est sur de la fantasy, on verra ce que tu vas nous proposer comme sélection, mais il y a des belles choses qui vont encore sortir. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous conseille maintenant d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.